Salut machine et j'espère que tu es toujours au top. Dans cette vidéo, on va parler des changements des états et en particulier de ceux des alcanes et des alcools, même si ça marche un peu pour tout le monde. Donc on va d'abord parler des principes des changements d'état qui sont valables pour tout le monde, puis on parlera des alcanes non cycliques, des alcools et on finira par comment les séparer dans un mélange. C'est parti. Alors, pour parler des principes des changements d'état, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un état. Eh bien, on a trois états physiques qui sont solide, liquide et gaz. Et pour passer d'un état à un autre, il faut absolument augmenter l'énergie si on va aller du solide vers le liquide et du liquide vers le gaz. Donc, le solide, pour information, donc c'est un état qui est donc compact, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le compresser plus qu'il l'est déjà, et statique. Les molécules, les particules sont immobiles, ou plus ou moins immobiles. En liquide, c'est compact toujours, mais là, c'est en mouvement, donc c'est mobile. Les particules se sont mises à bouger, en fait, pour passer du solide au liquide. Et enfin, le gaz, eh bien, c'est dispersé, et c'est bien sûr toujours mobile. Les molécules, les particules. Donc ça veut dire que pour passer du solide au liquide, il faut rendre les molécules, les particules mobiles. Pour passer du liquide au gaz, il faut les disperser. Eh bien, pour passer d'un état à un autre, à chaque fois, on va devoir casser des interactions intermoléculaires. Je dis ça dans le cas général. C'est-à-dire que pour casser des interactions intermoléculaires, on va parler de principalement deux interactions. Les interactions de Van der Waals, qu'on note VDW, et les liaisons hydrogènes, qui, elles, sont particulières. Donc ça, vous devez l'avoir vu dans la vidéo où on parle de tout ce qui est interaction fondamentale et aussi de la polarisation des molécules. Ce qui va se passer, c'est que donc du coup, quand on chauffe, eh bien, on va apporter de l'énergie. Et cette énergie, on l'apporte sous forme de chaleur. Ce qui fait que lorsqu'on chauffe, en fait, la chaleur, elle est proportionnelle à la fois à la masse de ce qu'on chauffe, à la fois à la capacité qu'elle a de recevoir de la chaleur et bien sûr à la température, à la variation de température. C'est-à-dire qu'on chauffe 2 fois plus pour passer de 1 à 3 degrés que pour passer de 0 à 1 degré. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique. Un changement d'état du coup se fait à température constante. C'est-à-dire que delta θ, donc la différence de température, est nulle. Et donc du coup, plutôt que d'avoir Q est égal à M fois C fois delta θ, delta θ devient égal à 0, ça veut dire qu'en fait on n'amène pas de chaleur, en fait on n'amène pas la chaleur sous une même forme. Ici on va parler de Q est égal à M fois L, avec L comme étant la chaleur latente. C'est-à-dire que c'est la chaleur que reçoit le solide ou le liquide lorsqu'il change d'état. Et à chaque fois qu'il reçoit cette chaleur, cette énergie, il va transformer donc la staticité des molécules en mobilité ou la compacité des molécules en dispersion. Donc voilà. Ce qui fait que si on chauffe quelque chose qui part d'un état, par exemple, solide, eh bien si on part d'un état solide et qu'on augmente la température, donc là j'ai fait en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on chauffe petit à petit, eh bien donc c'est solide, ça reste solide, et puis à un moment donné on arrive à la température de changement d'état. Donc on va rester sur un palier, et puis ensuite on va remonter, on va chauffer, et puis on va rester sur un palier quand on va changer une dernière fois d'état. Et enfin, on va rechauffer pour rester dans l'absolu, toujours dans le même état. Si on devait faire donc symboliser dans quel état on est, eh bien jusqu'ici, eh bien on est dans du solide, puisqu'ici on va avoir notre température de fusion. Et puis ici, on va avoir notre chaleur latente, c'est l'endroit où ça reste solide pour se transformer en liquide. Ici, on a notre température d'ébullition. Entre les deux, on a le liquide et au-dessus, on a le gaz. Voilà comment ça marche quand on chauffe quelque chose au fur et à mesure. Eh bien nous, on vit dans une certaine gamme de températures, ce qui fait que certaines espèces, on ne les connaît que sous un état, et il faudrait refroidir énormément pour les avoir sous l'état solide, par exemple, et d'autres, on les connaît que sous l'état gazeux, il faudrait refroidir pour les avoir sous l'état liquide, et ainsi de suite. Donc par exemple, pour l'eau, la température de fusion, c'est 0, la température d'ébullition, c'est 100 degrés Celsius. Maintenant qu'on a fait ça dans le cas général, on va voir comment ça marche pour les alcanes non cycliques. Pour les alcanes non cycliques, eh bien, il va falloir tenir compte de plusieurs choses. Parce que là, on va chauffer pour agiter des molécules. Et on va chauffer pour casser des interactions intermoléculaires.
Alors, du fait de la géométrie, les interactions de Van der Waals sont plus faibles pour les alcanes ramifiés. Je vous ai fait un petit dessin pour vous en rendre compte. Si par exemple on prend ici un alcane qui est linéaire, et pour empiler deux alcanes linéaires, la distance elle n'est pas très grande, et donc du coup l'interaction de Van der Waals c'est plus forte. Si on veut empiler deux alcanes qui sont ramifiés, et ce sont des isomères, eh bien on va devoir avoir une plus grande distance entre les molécules. Et bien du coup, donc pour des isomères, l'alcane ramifié a une température de changement d'état qui est plus faible que le linéaire correspondant. C'est aussi simple que ça. Et enfin aussi, ça c'est la première règle qu'on va se donner, donc j'ai des isomères, celui qui est ramifié a une température de changement d'état qui est plus faible, puisque les interactions de Van der Waals sont plus faibles, du fait de la distance intermoléculaire. Et si on regarde pour deux alcanes linéaires par exemple, et bien là j'ai fait une chaîne carbonée beaucoup plus longue que celle-ci, et on voit que la zone de contact entre les deux chaînes, entre les deux alcanes, est plus grande si l'alcane est plus long que si l'alcane est plus court. C'est assez simple, enfin c'est assez logique et évident. C'est-à-dire qu'on va avoir un Lego de 8 qui s'empile sur un Lego de 8. C'est plus dur de les séparer que deux Lego de 4 qui sont empilés l'un sur l'autre. Et bien non, du coup, plus la chaîne est longue, plus la température de changement d'état est élevée. C'est-à-dire plus il faut casser d'interaction de Van der Waals. Donc ça, ce sont les deux règles. Si on a des isomères, l'alcane ramifié a une température de changement d'état plus faible, puisque moins d'interaction de Van der Waals. Et si on a une chaîne qui est de plus en plus longue, elle sera de plus en plus dure de la faire changer d'état. Ce qui veut dire que pour des isomères, le ramifié peut se retrouver à l'état gazeux, tandis que le linéaire va être à l'état liquide. Ce qui veut dire aussi que pour des alcanes linéaires, plus la chaîne est longue, plus on va les avoir solides. Par exemple, les atomes, donc le méthane, l'éthane, le butane, le propane, donc jusqu'à 4 carbones, on a des molécules qui sont sous forme gazeuse à 20 degrés. Tandis qu'à partir de 5 carbones, jusqu'à une vingtaine, on a des molécules sous forme liquide. Et au-delà de 20 carbones, on va commencer à avoir du solide. Donc ça, c'était pour les alcanes. Maintenant, on va passer aux alcools. Eh bien, pour les alcools, le raisonnement est le même que celui des alcanes. C'est-à-dire que pour des isomères, le ramifié a une température de changement d'état plus faible que le linéaire. Donc, le ramifié est plus volatile. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il a une température plus faible que le linéaire isomère. L'autre conséquence, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que plus la chaîne est longue, plus la température est élevée. Alors je parle de température de changement d'état, bien sûr. Autre. Donc ça, c'est pour la première raison sur les alcools. Mais on remarque aussi que dans un alcool, il y a ce groupe hydroxyle. Et donc du coup, on a un atome qui est très électronégatif, qui est lié à un hydrogène. Et ça crée ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, évidemment. Donc ça veut dire que pour un alcane et un alcool de même chaîne carbonée, l'alcool a des températures de changement d'état qui sont plus élevées. Puisqu'on va avoir en plus des liaisons hydrogènes qu'on va devoir casser. Donc ça, c'est le cas général pour les alcools. Donc 3 règles pour les alcools, 2 pour les alcanes. Mais au final, il y a 2 règles pour chacun. Et en fait, c'est si on veut comparer alcane et alcool qu'on va rajouter une règle. Enfin, donc, dernière chose, comment séparer ces choses-là quand elles sont mélangées? Alors, on peut séparer les différents constituants d'un mélange d'hydrocarbures, par exemple le pétrole est un mélange d'hydrocarbures, par distillation fractionnée. C'est-à-dire qu'on chauffe et on les sort au fur et à mesure. Puisqu'on va savoir que si le premier à sortir, ça sera le plus volatile. Ça sera, par exemple, dans le cas d'un mélange d'isomères, ça sera celui qui est le plus ramifié. Si on a un mélange uniquement d'alcanes linéaires, sortira en premier celui qui a le plus petit nombre de carbone. Et ainsi de suite. Donc voilà pour cette vidéo sur les changements d'état des alcanes et des alcools en particulier. À bientôt.